Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par le magazine Direction et le cabinet Picard Avocat. Je suis Noémie Gilliotte, rédactrice en chef du magazine Direction, qui est le mensuel des directeurs et cadres du secteur social et médico-social. Et au nom du magazine Direction et du cabinet Picard Avocat, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau webinaire Flash. Alors la dernière fois que nous vous avons convié à ce type de format, c'était pour vous parler de la sortie du CDD multi-remplacement, de l'expérimentation, de la façon dont vous pouviez l'expérimenter. Cette fois, on réagit encore à l'actualité et c'est pour vous dresser les principaux points de vigilance concernant la réintégration des soignants. Et pour vous expliquer ces points essentiels sur lesquels vous devez porter toute votre attention pour réintégrer ces personnels concernés, nous avons Stéphane Picard, qui est l'avocat fondateur du cabinet Picard Avocat, spécialisé en droit social des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et Cécile Noël, qui est avocate counsel à ce cabinet. Petite précision pratico-pratique, pour poser vos questions, nous vous invitons à utiliser l'onglet « Questions ». On pourra trouver quelques minutes pour y répondre à la fin de ce webinaire Flash. Vous retrouverez également un replay de ce webinaire à la fin de cette session. Et puis, vous pouvez également retrouver les articles consacrés à ce sujet et aux précédents que je vous citais tout à l'heure sur le CDD multi-remplacement dans le prochain magazine Direction. Tout de suite, je passe la parole à Stéphane et Cécile pour ce webinaire Flash. C'est à vous. Merci Noémie pour ce nouvel intitulé de webinaire Flash. Alors on y va, en plus il y a un film qui sort là dans les prochains jours Flash, on est nickel, on va pouvoir faire des grosses pancartes aussi, webinaire Flash. Bref, ça fait maintenant à peu près 10 jours que des salariés sont a priori revenus au bercail, c'est-à-dire à la maison, après une suspension de leur contrat de travail d'environ 1 an et demi. On se dirigeait tranquillement vers un anniversaire de 2 ans, mais le législateur en a décidé autrement et a donc publié ce fameux décret, comme il en a l'habitude un dimanche, pour une application le lundi 15 mai. Les salariés auraient dû reprendre ou ont dû reprendre leur poste de travail dans vos établissements respectifs pour le bonheur de leurs collègues qui, j'imagine, avaient hâte de les revoir. Donc on a deux thématique sur ce sujet. La première, elle est RH, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez réintégrer quelque part ces salariés dans le collectif de travail. Et on a, deuxième thématique, un sujet juridique. Comment est-ce que concrètement vous allez informer les salariés de la reprise de poste et surtout, ce qui vous intéresse peut-être et ce qui nous intéresse nous juristes, c'est comment vous allez gérer le refus de réintégration ou l'absence de réponse à votre sollicitation pour la réintégration. Et pourquoi c'est intéressant pour le juriste et pour les juristes que nous sommes, puisque j'ai vu dans la liste des participants qu'il y avait quelques juristes que nous connaissons bien au cabinet et je les salue. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on a deux sujets qui n'avaient absolument pas vocation à se rencontrer et qui évidemment se télescopent. D'un côté, la réintégration des professionnels non vaccinés et de l'autre, cette fameuse loi de présomption de démission. Donc, de façon un peu ironique, les non-vaccinés avaient pour certains le discours de « je ne veux pas être le cobaye d'un vaccin », eh bien le secteur va potentiellement être le cobaye de la mise en œuvre massive de la loi formalisant la présomption de la démission. C'est assez ironique comme sujet. On ne va pas passer beaucoup de temps sur l'histoire de la vaccination, etc. Vous avez tous eu entre les mains l'instruction du 2 mai 2023. Vous avez tous vu qu'il y avait une proposition de loi qui était toujours discutée pour non pas suspendre l'obligation vaccinale, mais carrément l'abroger, elle n'est toujours pas votée. Et donc ce fameux décret qui a été publié le dimanche 14 pour une mise en œuvre le 15. Comment mettre en œuvre la réintégration? Si vous avez des questions sur ces points-là, les courriers adressés, le formalisme afférent à la correspondance que vous avez adressée aux salariés, posez-nous les questions dans le chat et on y répondra tout à l'heure. Je pense qu'il est plus intéressant, vu le temps imparti dans ce webinaire Flash, de parler plutôt des questions pratiques opérationnelles. Et sur ce point, je laisse évidemment la parole à Cécile sur différentes thématiques
liées à l'obligation vaccinale et plus précisément la réintégration de ces fameux salariés. À toi, Cécile. Merci beaucoup Noémie et Stéphane. Alors effectivement, on a eu déjà tout un tas de questions qui nous ont été remontées au cabinet par rapport à cette procédure de réintégration. L'idée, c'est de vous faire un petit panel par rapport à justement ces questions qui nous ont été remontées et les réponses qu'on peut déjà vous apporter parce que normalement, ça fait déjà maintenant plus d'une semaine que vous êtes dans ce processus de réintégration ou de non-réintégration pour les salariés qui finalement sont restés au bercail. Alors la première question qui nous a été posée, qui est plutôt collective finalement, parce que Stéphane a évoqué la situation finalement des autres salariés qui vont voir leurs collègues revenir. On est quand même sur une situation individuelle mais qui touche au collectif. Est-ce qu'on doit consulter le CSE? Alors, il n'y a aucune obligation qui est prévue dans la loi en termes de consultation du CSE. Et pour cause, premièrement, en termes de délai, ça serait totalement impossible, puisqu'on a des délais de consultation d'1 mois à minima. Ça ne serait pas possible de consulter en amont le CSE. Deuxième chose, on n'est pas vraiment sur une décision à proprement parler de l'employeur, puisqu'on est sur une obligation pour l'employeur de réintégrer le salarié qui, à partir du 15 mai 2023, doit réintégrer son poste puisqu'on a une levée de l'obligation vaccinale. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de consultation à proprement parler qu'on ne peut pas naturellement en discuter avec ses élus dans le cadre d'une simple information en réunion par exemple, ou même par le biais d'un mail adressé au CSE, peu importe. En tout cas, la réponse est non, vous n'avez évidemment pas à consulter vos instances représentatives du personnel. Alors, la question première qui nous a en réalité été posée, c'était comment on gère finalement cette période entre le 15 mai 2023, qui est la date d'entrée en vigueur du décret portant levée de l'obligation vaccinale, et finalement la date de réintégration qui en tout cas a été fixée par l'employeur. Comme l'a évoqué Stéphane, entrée en vigueur du décret 15 mai 2023, il appartient à l'employeur de fixer une date de réintégration. Donc ça peut être au 15 mai 2023 si vous aviez anticipé, ou ça peut être un petit peu plus tard, le 16 mai, 17 mai, 23 mai, peu importe, en fonction de l'organisation du service. Et donc comment on gère finalement la question du salaire pendant cette période? En réalité, vous avez 3 périodes à distinguer et c'est assez fondamental pour savoir ce que vous allez devoir faire en paye. Et on salue les gestionnaires de paye qui, au 23 mai 2023, sont en pleine période de paye et vont s'amuser avec la gestion des fins de suspension de contrat pour vaccination obligatoire. La première période, c'est finalement celle allant de la suspension du contrat de travail du salarié jusqu'au 14 mai 2023 inclus. Cette période-là, on est sur la suspension du contrat, le salarié voit son salaire suspendu et il est important de préciser, et ça a été rappelé d'ailleurs par l'instruction qui avait été diffusée par le ministère, et bien cette période, elle n'est pas assimilée à du temps de travail effectif ou à du temps de présence effective pour tous les droits du salarié qui sont liés au temps de travail, à l'ancienneté, à la rémunération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toute la période de suspension du contrat de travail jusqu'au 14 mai 2023 inclus, eh bien, le salarié n'a pas cotisé, entre guillemets, de droits liés à l'ancienneté. Alors, droits liés à l'ancienneté, ça peut être par exemple pour une évolution de coefficient. Ça peut être pour des droits liés à la rupture, si rupture il y a. Il y a aussi la question du temps de travail. Je pense à ceux qui parmi vous sont en annualisation, par exemple. Eh bien, la période de suspension du contrat pour défaut de vaccination obligatoire n'est pas assimilée à du temps de travail effectif, de sorte que cette période, elle doit être neutralisée s'agissant du calcul des heures supplémentaires. Alors évidemment, on ne va pas faire rattraper toutes les heures effectuées entre le 1er janvier 2023 et le 14 mai 2023. On va faire comme si le salarié avait été présent pour le compteur d'heures. Par contre, pour ce qui est des heures supplémentaires, ce n'est pas du temps de travail effectif et donc elles ne généreront aucun droit à heures supplémentaires. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. Il y avait juste une exception légale qui était prévue par la loi, c'est concernant les garanties de protection sociale complémentaire, tout ce qui va être mutuelle, prévoyance notamment, où effectivement, le salarié dont le contrat a été suspendu, on fait comme s'il était présent. Mis à part ça, alors je précise que pour ceux qui, parmi vous, ont des salariés suspendus à qui vous auriez dû normalement maintenir les garanties de mutuelle et de prévoyance notamment, vous avez payé des cotisations patronales, le salarié était débiteur de cotisations salariales puisque la loi ne prévoyait pas de maintien à titre gratuit de ces garanties-là. Normalement, dans cette situation, ça a généré finalement une paye négative. Bien évidemment, cette paye négative pourra être régularisée au moment où le salarié réintégrera son poste au prochain salaire et finalement dans le respect finalement des règles sur les avances de salaire, on va récupérer cet argent sur les prochaines payes. Donc ça, c'est la première période.
Période de suspension jusqu'au 14 mai 2023 inclus, on ne paye pas le salaire. 15 mai 2023, date de levée de l'obligation vaccinale, vous reprenez le paiement du salaire comme si que le salarié était présent à son poste de travail, jusqu'à la date que vous avez fixée pour sa réintégration. Donc ça, c'est vraiment la deuxième période, qui normalement doit être assez courte, parce qu'en toute logique, vous n'êtes pas censé avoir fixé une date de réintégration au mois de septembre. Petite subtilité quand même, et ça, je sais que ça a dû arriver parmi vous, on est dans l'hypothèse où le salarié vous dit « Ok, moi je veux bien reprendre mon poste de travail, mais j'ai besoin de m'organiser potentiellement parce qu'il travaille ailleurs. » On s'en doutait. Et bien dans cette hypothèse-là, si le salarié vous dit écoute, moi je peux reprendre mon poste de travail, mais qu'à partir du 15 juin par exemple, attention, à partir de ce moment-là, il ne se tient plus à la disposition de l'employeur jusqu'à la date qu'il a lui-même fixée pour sa réintégration. Et donc, dans cette hypothèse-là, à partir du moment où il vous en informe et jusqu'à la date de sa réintégration, vous pouvez suspendre le salaire. Pourquoi ? Parce que vous avez fixé une date de réintégration, le salarié vous dit ça ne m'arrange pas, donc il ne se tient pas à votre disposition, au même titre qu'un salarié finalement qui sera en congé sans solde, il ne va pas avoir sa rémunération maintenue. Donc là, on est vraiment sur l'exception, principe, vous maintenez le salaire, exception, si jamais le salarié n'est pas disponible tout de suite, vous pouvez continuer la suspension du salaire. Troisième période, et qui va être la plus problématique, entre guillemets, et on va l'évoquer un petit peu plus en détail par la suite, c'est la période où finalement vous avez fixé une date de réintégration, par exemple au 23 mai 2023, et le salarié soit ne se pointe pas du tout, c'est-à-dire que vous n'avez pas de son, pas d'image, il n'est pas allé chercher ses recommandés, il n'a pas répondu aux mails, il n'a pas répondu aux textos, il n'a pas répondu aux pigeons voyageurs, vous n'avez aucune nouvelle. Donc ça, c'est la première hypothèse où il vous a carrément dit « je n'ai pas l'intention de reprendre mon poste ». Dans cette hypothèse-là, naturellement, vous reprenez la suspension du salaire, si on peut le formuler ainsi, puisque là encore, à compter de la date que vous avez fixée pour la réintégration, il ne reprend pas son poste, et donc vous procédez à la suspension de la rémunération. On va gérer aussi dans un deuxième temps la question de la potentielle rupture du contrat, mais ça on l'évoquera par la suite. On a eu une autre question qui s'est posée par rapport aux salariés qui justement, un petit peu filous, se sont dit ok, levée de l'obligation vaccinale prochaine, puisque le gouvernement avait quand même beaucoup communiqué dessus avant la parution du décret le 14 mai 2023. C'est la situation des salariés qui finalement vont vous adresser un arrêt maladie. Alors ça, c'est peut-être arrivé parmi vous. Alors là, il faut encore distinguer les situations. Si le salarié avait son contrat de travail suspendu et que l'arrêt maladie a été adressé, par exemple, je vois que Marine Fischer avait posé une question par rapport à ça. J'ai un salarié qui adresse un arrêt maladie en mars. Le principe en droit du travail, c'est que suspension du contrat sur suspension ne vaut. Donc c'est vraiment la première cause de suspension du contrat qui va primer. Donc si l'arrêt maladie a été adressé en mars, pour toute la période allant jusqu'au 14 mai inclus, vous êtes en suspension de contrat et il n'y a pas de maintien de salaire qui doit être opéré par l'employeur. À partir du 15 mai 2023, dans cette hypothèse-là, l'arrêt maladie prend le relais, on est sur la deuxième cause de suspension, et donc le salarié est en arrêt maladie et vous opérez le maintien de salaire sous réserve que naturellement le salarié remplisse les conditions pour en bénéficier de par les dispositions légales ou vos dispositions conventionnelles. Si vous avez un arrêt maladie, évidemment, le salarié n'est pas en situation d'abandon de poste, on va venir l'expliquer après. Dans cette hypothèse-là, la date de réintégration ne sera fixée qu'à l'issue de son arrêt maladie. Alors, arrêt maladie, évidemment, vous pouvez avoir envie de contester, et ça, on comprend. Sachez que vous n'êtes pas complètement démuni dans cette situation-là, puisque, en tant qu'employeur, à partir du moment où vous opérez un maintien de salaire, vous avez un droit à contestation qui vous est ouvert. Donc, la première chose, c'est que si vous avez des doutes potentiellement légitimes, vous avez tout à fait le droit de diligenter un contrôle médical au domicile du salarié. Alors attention, on n'est pas là pour sanctionner le salarié, on est là vraiment pour opérer un contrôle. Et si jamais le médecin contrôleur estime que l'arrêt maladie est injustifié, ça vous dispensera de payer le maintien de salaire. En revanche, ça ne vous permettra pas de sanctionner le salarié. Après, si vous souhaitez informer la CPAM de la situation et de vos doutes compte tenu de cette situation, vous pouvez naturellement le faire.
Vous avez aussi une autre possibilité qui là est un petit peu plus contentieuse, hein, mais selon les situations, pourquoi pas, c'est dans l'hypothèse où voilà, vous savez qu'il y a une situation d'abus manifeste et que clairement le médecin qui a délivré l'arrêt est sur une situation de certificat de complaisance. Dans cette hypothèse-là, en tant qu'employeur, sachez-le, vous avez la faculté de contester cet arrêt et de saisir l'ordre des médecins pour justement attaquer le médecin devant l'ordre des médecins. Très souvent, ça suffit à ce que le médecin revienne sur son arrêt ou en tout cas reviennent sur cette situation. Donc, voilà. Sachez que vous avez ces situations qui pourront être mises en œuvre. Attention, qui dit arrêt maladie dit potentiellement visite de reprise, mais c'est un sujet qui doit être traité. Quand le salarié n'est pas en arrêt maladie et que son contrat a été suspendu pour défaut de vaccination obligatoire, le salarié n'a pas à bénéficier d'une visite de reprise. Ça, c'est important parce que même si la suspension du contrat a été assez longue, eh bien, il n'était pas en arrêt maladie. Donc, dans une situation de suspension de contrat pour défaut de vaccination obligatoire, on ne diligente pas, c'est le principe de visite de reprise. Maintenant, vous allez peut-être vouloir diligenter une visite devant le médecin du travail qui n'aura pas la qualité de visite de reprise pour anticiper la reprise du salarié, pour vérifier qu'il est toujours apte à son poste de travail. Et en soi, ça part d'une bonne intention. Le problème, si vous faites ça, c'est que comment on va gérer la période finalement entre la réintégration et la période la date de la visite médicale. Vu que ce n'est pas une visite de reprise, le salarié peut tout à fait travailler, donc finalement déjà cette visite va perdre un petit peu de son intérêt. Mais le vrai problème, c'est que si le salarié n'a pas l'intention vraiment de reprendre son poste de travail et qu'il va devant le médecin du travail, et que par miracle, il sort de cette visite médicale avec un avis d'inaptitude, vous vous retrouvez complètement bloqué. Pourquoi? Parce que l'inaptitude prime sur tout le reste, et donc vous allez devoir licencier ce salarié pour inaptitude avec versement des indemnités afférentes, reprise du paiement du salaire sous un mois si vous ne le reclassez pas, etc., etc. Alors que si le salarié tout simplement n'avait pas réintégré son poste parce qu'il ne le souhaitait pas, vous auriez eu d'autres options que Stéphane va évoquer juste après. Stéphane, je te laisse prendre le relais sur la question des CDD, de la gestion de la reprise pour le collectif et pour toutes les autres personnes qui ont travaillé pendant que le salarié était suspendu. Oui, alors effectivement, l'un des points de vigilance qui normalement a d'ores et déjà été traité, c'est évidemment la gestion des CDD qui ont été recrutés par l'établissement ou l'association afin de pallier à l'absence du salarié en défaut d'obligation vaccinale. Donc là, ne nous créons pas potentiellement un nouveau contentieux, à savoir celui d'avoir loupé l'arrêt du CDD, puisque vous le savez, dès l'instant que le salarié absent va reprendre son poste, le CDD que vous avez conclu, généralement pour un terme imprécis, va s'arrêter, et il va s'arrêter au plus tard le surlendemain de la reprise effective, c'est important, du salarié en suspension vaccinale. Donc pourquoi je vous dis ne nous créons pas encore un contentieux, puisque potentiellement, et Cécile l'abordera en fin de présentation, on va avoir un contentieux sur les salariés qui vont refuser de reprendre leur poste. On va potentiellement avoir un contentieux pour les salariés en CDD qui étaient là et qui sont là depuis potentiellement 1 an et demi sur la thématique classique de « j'ai pourvu durablement à un emploi permanent ». Ne nous créons pas un troisième type de contentieux toujours avec ces salariés en CDD sur la thématique « mince, j'ai oublié de mettre un terme au contrat de travail à durée déterminée, il est donc automatiquement requalifié en CDI, comment je gère cette situation ?» Donc, vigilance au niveau des différents établissements sur les CDD qui ont été conclus en vue de remplacer les salariés absents. Et donc, ça fait la transition avec comment je vais réintégrer ce salarié et sur quel poste. Donc, évidemment, là, on va trouver un concept que les juristes connaissent et maîtrisent. On va être sur une réintégration, alors de base, sur le même poste, évidemment, un poste identique, ou sur un poste similaire. Évidemment, le poste similaire n'est donc pas forcément identique à celui qui était occupé par le salarié, et arrive la thématique que l'on connaît par cœur, changement des conditions de travail versus modification du contrat. Donc évidemment, le poste que vous allez soumettre aux salariés au titre de la réintégration, c'est un poste qui caractérisera, quoi qu'il arrive, un simple changement des conditions de travail, si toutefois le poste qui était occupé par ce dernier n'était plus disponible après 1 an et demi, parce que certains d'entre vous ont peut-être choisi, pour justement éviter
la difficulté que j'ai évoquée juste avant concernant les CDD, ont décidé de recruter des salariés en CDI. Et là, on fait le lien avec encore d'autres thématiques qui parcourent le secteur, l'attractivité des métiers, la crise des recrutements, etc. Donc, attention, poste identique ou similaire, même qualification, même rémunération, même temps de travail, même lieu de travail ou sur un secteur géographique identique si vous n'avez pas de clause de mobilité, évidemment même durée du travail, etc. Tout ce que vous connaissez par cœur. Et si jamais on n'a pas tout ça, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que là, on est pour le coup dans une impasse, non pas en lien avec le refus du salarié de réintégrer, mais parce que moi, employeur, établissement, je n'ai pas de poste similaire ou identique à lui proposer. Et donc là encore, de façon assez ironique et paradoxale, on a d'un côté cette loi présomption de démission qui a pour quasiment principal objectif de soulager, on va dire, les finances du Pôle emploi, c'est-à-dire les salariés qui sont en présomption de démission ne pourront pas bénéficier d'une indemnisation par le Pôle emploi. Et donc l'instruction délivrée par les services du ministère vient nous dire, lorsqu'il y a une difficulté dans le cadre de la réintégration du salarié, bah, écoutez, tentez de faire une rupture conventionnelle qui, elle, pour le coup, ouvre droit au bénéfice du Pôle emploi. Donc d'un côté, on va avoir tout à l'heure le sujet de la présomption de démission qui va quand même être un enjeu fort sur les thématiques contentieuses que vous allez avoir dans les prochains jours ou les prochaines semaines par rapport à la thématique du refus de réintégration. Mais de l'autre, l'instruction, alors qui évidemment n'a aucune valeur juridique, vient vous préconiser de faire une rupture conventionnelle. Alors on passe aussi rupture conventionnelle pour ceux qui sont en 66 avec les agréments des accords nationaux interpro. Maintenant, on doit verser l'indemnité conventionnelle de licenciement. Bon courage pour obtenir le financement d'une telle indemnité dans le cadre d'une rupture conventionnelle de par votre financeur pour un salarié qui était en suspension de l'obligation vaccinale et pour lequel on a des difficultés de réintégration. Le lien aussi sur modification du contrat, changement des conditions de travail. Peut-être que certains d'entre vous ont un petit bonus supplémentaire, à savoir c'est un salarié protégé qui est en suspension de contrat de travail, qui va être réintégré. Là, on peut avoir une question juridique sympa. Vous le savez, les salariés protégés ne peuvent avoir aucune modification de leur contrat, évidemment, sans leur accord préalable, mais aussi aucun changement de leurs conditions de travail sans accord préalable. Comment est-ce qu'on va gérer la situation où nous n'aurons pas le poste identique, strictement identique à proposer au salarié pour reprendre son activité, mais un poste similaire qui potentiellement va formaliser un changement des conditions de travail? Que va-t-on bien pouvoir faire dans l'hypothèse où ce salarié va refuser ce changement des conditions de travail? La réponse, elle est simple. On va faire une demande d'autorisation de licenciement devant l'inspection du travail, puisque si un salarié protégé peut s'opposer au simple changement de ses conditions de travail, la réponse de l'employeur, eh bien, c'est une insubordination qui peut justifier un licenciement. Là encore, je passe les détails, puisque vous le savez, pour ceux qui sont sous 66 ou 51, point d'autres possibilités qu'un licenciement pour faute grave. Pour 66, si vous n'avez pas deux sanctions préalables, et pour la 51, si vous n'avez pas une sanction préalable. Est-ce que le refus d'un simple changement des conditions de travail va vous permettre de plaquer un licenciement pour faute grave avec l'autorisation de l'inspection du travail dans cette hypothèse? Point d'interrogation. On verra si le cabinet est consulté sur ces situations. Dernier point, puisque je vois qu'il est déjà 52, donc j'active, c'est le sujet de la fameuse expérimentation, c'est-à-dire les salariés qui ne vont pas donner d'informations, qui ne vont pas répondre à vos différents courriels de mise en demeure de réintégration. Qu'est-ce que l'on va faire de ces salariés? Sachant que vous avez dû voir passer dans les revues spécialisées eh bien que la fameuse foire aux questions qui a été publiée par le ministère dans le cadre de la loi sur la présomption de démission, elle est elle-même attaquée. Donc pas la loi, mais la foire aux questions, elle est attaquée devant le Conseil d'État. Il y a 2 recours qui sont sur cette foire aux questions. Et pourquoi c'est intéressant de creuser un peu ce point-là? Et pourquoi ça a fait grand bruit, on va dire, dans le petit milieu des juristes et des directions des ressources humaines? C'est parce que cette foire aux questions nous dit de façon claire, explicite et sans la moindre ambiguïté que dans la configuration qui serait a priori la nôtre, à savoir des salariés qui refusent de réintégrer leur poste, on ne pourrait pas faire autre chose que la procédure liée à la démission présumée, c'est-à-dire point de licenciement pour abandon de poste avec la procédure qu'on maîtrise, qu'on connaît par cœur, envoi d'un courrier de mise en demeure, le salarié répond pas, convocation, entretien préalable, le salarié ne vient pas, je lui notifie son licenciement pour faute grave, et à charge pour lui de récupérer potentiellement le Pôle emploi et le cas échéant de nous faire un contentieux sur ce point. Donc,
attention, on a une incertitude aujourd'hui, on serait assez preneur dans le temps qui nous sera imparti pour avoir un peu vos retours sur ce que vous avez fait. Est-ce que certains se sont quand même lancés dans la procédure de licenciement pour faute grave avec mise en demeure, ou est-ce que vous avez pour le moment appliqué la foire aux questions en lien avec la loi sur la présomption de démission, à savoir que vous avez mis en œuvre eh bien, le dispositif lié justement à cette présomption de démission que Cécile va vous rappeler en quelques mots avant de clôturer sur les sujets de contentieux à venir et les contentieux actuels. Merci Stéphane. Alors effectivement, sur la présomption de démission, on va être sur une phase d'expérimentation accélérée pour le secteur, puisque nous, on commence à voir passer au cabinet justement des procédures de présomption de démission concernant des salariés qui n'auraient pas réintégré leur poste de travail. Alors pour mémoire, cette procédure, elle est toute récente. Elle a été insérée dans un article du Code du travail, c'est L1237-1-1. Je vous invite à aller le consulter. Il est assez petit, assez clair, assez limpide. Vous avez l'obligation, quand vous voulez mettre en œuvre cette procédure, d'adresser aux salariés un courrier recommandé ou une remise en main propre contre récépissé. Bon courage pour la remise en main propre à un salarié qui est en situation d'abandon de poste. Vous l'avez compris, la lettre recommandée est complètement à privilégier. On peut même vous recommander d'ailleurs de la doubler d'un mail, cette lettre recommandée. Dans cette lettre-là, nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est à rappeler finalement le courrier de réintégration qui a été déjà adressé aux salariés. Parce qu'en fait, cette première phase de réintégration, à ce stade-là, vous n'anticipez pas évidemment un abandon de poste, vous proposez la réintégration au salarié, à son poste de travail. Vous avez un premier courrier, vous n'avez pas eu de réponse, le salarié n'a pas réintégré. C'est vraiment dans un deuxième temps que vous allez adresser ce recommandé constatant finalement l'absence du salarié à son poste de travail. Vous allez devoir le mettre en demeure de reprendre son poste de travail dans un délai minimum de 15 jours calendaires, à compter de la réception du courrier, donc à compter de la première présentation en réalité, et indiquez-le dans le courrier. Dans ce courrier, je ne peux que vous inviter à rappeler que la réintégration s'effectuait sur un poste identique, sans modification du contrat, de sorte qu'on ne comprend pas pourquoi le salarié n'a pas repris son poste. Et voilà, vous faites cette mise en demeure et vous lui rappelez à la fin que, à défaut de réponse dans ce délai de 15 jours, alors vous pouvez mettre un délai plus important, mais ce n'est pas forcément recommandé, eh bien, il sera présumé démissionnaire conformément aux dispositions de l'article L1237-1-1 du Code du travail. Visez cet article dans ce courrier, ça permettra d'écarter tout débat sur la nature justement de votre courrier. Ce que je peux vous recommander aussi, et là c'est un point assez fondamental dont on n'a finalement pas entendu beaucoup parler au départ sur le sujet de la présomption de démission, c'est la question du préavis. Quand vous licenciez un salarié pour abandon de poste, vous faites un licenciement pour faute grave, donc pas de préavis, la rupture prend effet rapidement et le salarié quitte vos effectifs. En matière de présomption de démission, à partir du moment où on est sur de la démission, eh bien, il n'y a pas de dérogation qui a été prévue par le législateur. Il aurait pu, il ne l'a pas fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salarié est tenu d'effectuer le préavis auquel il est soumis. Donc ça, surtout à la fin de votre courrier recommandé, pensez à le rappeler que le salarié est tenu d'effectuer son préavis. Alors deux options, soit par miracle, il revient dans l'établissement et il revient travailler pendant la durée de son préavis, c'est assez peu probable, soit eh bien, il ne revient pas travailler, et auquel cas, en tant qu'employeur, vous avez la légitimité à solliciter une indemnité compensatrice de préavis. Donc surtout, dans ce courrier de mise en demeure, s'agissant du préavis, prenez des pincettes, rédigez bien ce paragraphe-là pour ne surtout pas dispenser le salarié de son préavis. Pourquoi? Parce que si c'est vous qui le dispensez de son préavis, eh bien vous allez être tenu de payer le préavis. Donc en fait, on est en présomption de démission, mais vous vous retrouvez avec un préavis rémunéré qui peut être dans le secteur assez conséquent. Si on va sur un cadre avec un préavis à 6 mois, eh bien vous aurez 6 mois à payer alors que la personne est en présomption de démission. Et pour mémoire également, la rupture du contrat ne prendra effet qu'à l'issue du préavis qui aurait dû être effectué. Donc ça, c'est important. Attention, n'envoyez pas les documents de fin de contrat avec la mise en demeure. On patiente et on suit le process habituel, finalement, d'une démission. Alors ça, c'est pour le courrier recommandé. Deuxième volet, c'est la question du contentieux, parce que le législateur a rappelé dans la loi que le salarié avait une faculté de contestation. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur ce qu'on appelle une présomption irréfragable, on est sur une présomption simple, ça veut dire qu'elle peut être renversée et contestée par le salarié, et donc le salarié pourra saisir le conseil de prud'homme pour venir prouver finalement qu'il n'était pas volontairement démissionnaire.
En réalité, vous avez 2 contentieux sur la question de l'obligation vaccinale. Le premier, c'est celui qui est en cours. J'imagine que parmi vous, il y en a qui ont des contentieux liés à l'obligation vaccinale. La réintégration et la suspension de l'obligation vaccinale n'a aucune incidence sur ces contentieux. On est sur un décret qui a été levé à compter du 15 mai 2023. Même si demain, on a une loi qui venait à abroger l'obligation vaccinale, il y a des débats en cours à l'Assemblée nationale et au Sénat en ce moment sur ce sujet, ça ne vaudra que pour l'avenir. Donc tous vos contentieux en cours finalement sur l'obligation vaccinale ne sont pas du tout impactés par la levée de l'obligation vaccinale. En revanche, vous allez avoir le contentieux lié potentiellement à la réintégration du salarié. Est-ce que je l'ai réintégré sur le même poste? Est-ce que je l'ai réintégré sans modification de la rémunération, de la durée du travail, du lieu de travail dans un même secteur géographique, etc. Donc ça peut être un premier volet de contestation. Et le deuxième volet qui ira potentiellement avec ça, c'est la question de la présomption de démission, où là, le salarié a la faculté de saisir directement le bureau de jugement, donc sans passer par le biais de la conciliation, qui est censé, donc le CPH, statuer sous 1 mois. Alors c'est un délai qui est généralement théorique, c'est assez rare d'avoir des conseils de prud'homme qui statuent sous 1 mois, mais on est sur une procédure qui est accélérée. Et dans le cadre de cette procédure, le salarié va venir démontrer, parce que la charge de la preuve va peser sur lui, eh bien qu'il n'était pas volontairement démissionnaire. Et c'est là où ça serait intéressant de voir les arguments qui vont être soulevés. Alors soit, oui, on a voulu me réintégrer, mais c'était pas au même poste, donc j'étais pas démissionnaire, mais je n'étais pas d'accord avec le poste qu'on me proposait. Bon, voilà, on pourra avoir des contentieux sur ce sujet. Vous, en tant qu'employeur, évidemment, vous avez mené votre procédure, elle est carrée. Maintenant, ça sera au salarié de venir établir les faits qu'il allègue. Attention, vous pourrez, dans le cadre du contentieux prud'homal, soit par voie d'action, c'est-à-dire vous-même saisir le conseil de prud'homme par requête, c'est assez rare côté employeur, mais ça se fait pour venir réclamer le paiement du préavis, ou dans le cadre du contentieux qui est initié par le salarié lui-même, formuler une demande reconventionnelle devant le conseil de prud'homme pour venir réclamer l'indemnité compensatrice du préavis non effectué. Donc surtout, n'oubliez pas la question du préavis et à mon sens, l'intérêt au-delà des débats qu'on peut avoir sur est-ce que la foire aux questions est illicite ou pas, est-ce qu'on peut continuer l'abandon de poste, etc. L'avantage de la présomption de démission, au-delà de la procédure qui est quand même assez simple, c'est la question du préavis, puisqu'effectivement, vous pouvez récupérer normalement cet argent. Voilà, on en a fini pour ce webinaire. Je crois que une question complémentaire. Alors, Cécile, je te la lis. Cécile et Stéphane. Un salarié à qui nous avons demandé de reprendre son poste à 3 dates possibles a conditionné son retour au versement de ses salaires des 15 derniers mois, donc pendant la suspension. De plus, il ne propose pas de date de réintégration. Comment on traite ce sujet? Qu'est-ce qu'on lui répond? Ouais, alors là, c'est simple, c'est pas le salarié qui décide de la date à laquelle il va être réintégré et à quelles conditions il doit être réintégré. Donc, on est un peu dans la même logique de, par exemple, les congés payés. C'est-à-dire que c'est à vous, employeur, de formaliser les conditions. Alors là, évidemment, on n'a pas le courrier que vous avez adressé, mais vous avez proposé 3 dates possibles. Maintenant, il faut acter le fait que le salarié ne s'est pas présenté à son poste et dérouler la procédure que vient de vous expliquer Cécile en matière de présomption de démission, puisque le salarié n'a évidemment pas à vous demander un rappel de salaire sur 15 mois et à dealer, entre guillemets, à négocier les conditions de son retour. Donc là, tout dépend évidemment du contexte, mais a priori, fermeté vis-à-vis de ce salarié. Et juste pour clôturer le webinaire, petite précision, je ne crois pas que tu l'aies évoqué, Cécile, pour les salariés protégés, on a eu le cas au cabinet, qui serait dans la présomption de démission. Il n'y a évidemment pas de demande d'autorisation de licenciement auprès de l'inspection du travail à demander, puisqu'on est sur une logique de démission, de présomption de démission. Donc, si jamais vous avez cette configuration-là pour un salarié protégé, il n'y a pas de demande d'autorisation, a priori, à faire auprès de l'inspection du travail. Noémie, je te laisse clôturer. Eh bien, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Écoutez, on a fait le tour des questions. On a fait aussi le tour de la question avec ce webinaire flash. Merci Stéphane d'avoir relevé cette nouvelle dénomination. Comme je vous le disais en introduction, vous avez un replay qui va vous être envoyé. Comme ça, vous pourrez reprendre à tête reposée les différents conseils qui vous ont été donnés, les différentes précisions. Vous retrouverez également dans le prochain magazine un article sur le sujet. On
espère qu'on a pu répondre comme ça à toutes vos problématiques et à vos interrogations. Merci donc à tous pour nous avoir suivis. Merci beaucoup Stéphane et Cécile pour avoir assuré de main de maître sur ce sujet. Vous pouvez nous suivre, le cabinet et le magazine Direction sur LinkedIn, comme ça vous serez informés de nos prochains webinaires. Et puis, on vous dit à très bientôt. Merci encore à tout le monde. À bientôt. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée.